Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture sur deux très bonnes lectures. Je reprends petit à petit mon rythme de lecture assez effréné et je suis bien contente parce que voilà, j'ai eu, comme je vous disais, fin du mois de mai où j'ai énormément lu, j'ai aussi eu des petites péripéties de livres qui ne me convenaient pas, donc mon rythme a un petit peu chuté après coup. Et là c'est bon, on repart dans une frénésie de lecture, donc je suis trop contente. Et on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Première lecture que j'ai faite, et celle-ci je l'ai fait un petit peu traîner, non pas parce que j'avais pas envie de la lire, mais parce que c'est tellement une lecture doudou, une lecture tranquille, que j'avais besoin que ça dure, que ce soit voilà, sur plusieurs jours. Je crois que j'ai mis une petite semaine pour le lire et c'était très bien comme ça. Et c'est le tome 6 de Anne de Green Gables, donc là c'est Anne d'Ingleside de Lucy Maud Montgomery aux éditions Monsieur Toussaint l'Aventure. Je vous remontre ces objets livres qui sont juste incroyablement magnifiques, ils sont trop beaux, j'adore. Est-ce que je peux vous faire un résumé de ce tome 5 puisque je vous ai déjà fait plein de fois le résumé de Anne. On suit la vie de Anne, tout simplement, qui va arriver à Green Gables chez Maria et Matthew, donc dans une ferme. Elle a 11 ans à ce moment-là. Elle est adoptée par Matthew et Maria. Et voilà, on va suivre son évolution. Et dans ce tome 6, on la retrouve bien adulte, puisque je pense qu'elle frôle... Elle est entre 30 et 35 ans à mon avis au vu de ce que je me souviens du tome précédent, de l'âge qu'elle avait, puisque là on est 9 ans après la fin du tome 5. Donc à mon avis voilà, elle a entre 30 et 35 ans. Et là on est à un point de sa vie où bien évidemment elle est mariée, elle a 5 enfants. Et voilà, on va suivre dans ce tome-là de Anne sa vie de femme, sa vie de mère et les péripéties de ses enfants, puisque ses enfants ressemblent forcément un petit peu à leur maman. Ils ont vraiment une imagination débordante et on retrouve en fait plein de traits de caractère de Anne quand elle était petite, mais chez ses enfants, et je trouve ça vraiment trop chouette. Voilà, globalement c'est ça le tome 6. J'ai beaucoup apprécié ma lecture. Vous n'êtes pas sans savoir que Anne, franchement ça a été un immense coup de cœur. Le tome 1, franchement le tome 1 ça sera toujours mon tome préféré, mais j'ai quand même un attachement à cette saga et c'est un petit bonbon, c'est doudou, c'est assez rigolo parce que Anne elle a tellement son imagination débordante et elle voit tellement le monde d'une certaine façon que bah voilà, la suivre c'est doudou et c'est touchant. Et le fait de voir ses enfants, de voir comment elle élève ses enfants, de voir comment ils grandissent aussi, parce que au début du tome 6, du coup, c'est 9 ans plus tard, donc le plus vieux, il a 9 ans. Et par contre, je crois qu'à la fin de ce tome 6, le plus vieux, il doit avoir 12-13 ans, je crois. Donc il y a quand même quelques années qui se passent dans ce tome 6. J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. Il y a eu des petits passages qui m'ont fait mal au cœur pour Anne, qui m'ont rappelé ma situation, enfin ce que j'ai pu vivre à certains moments, même si c'était pas exactement la même chose. Je comprenais totalement le point de vue de Anne et ça me révoltait un petit peu parce que je suis passée par là et je me disais que c'était pas normal. Enfin là, le fait de le voir sur Anne, je me disais mais non, tu n'as pas tort, c'est vrai, tu as raison de ressentir ça. Et par contre, ce qui est rigolo, c'est que quand on le vit, bah, on a les mêmes réflexions en fait que le personnage et on n'arrive pas à se dire mais on est dans notre bon droit en fait. Puisque dans ce tome-là, au tout début, on va avoir la tante du mari de Anne qui va venir vivre avec eux. Alors à la base, c'est censé durer 15 jours. Au final, je crois qu'elle reste 8 mois chez eux parce qu'on sait quand est-ce qu'elle arrive, on ne sait jamais quand elle repart. Bref, c'est vraiment une tante
bah du coup qui est, je crois même pas qu'elle soit veuve, je crois que elle est vieille fille en fait, elle a de l'argent, elle a une maison, elle a tout ce qu'il faut, elle a toute sa tête, mais elle est tellement casse-pied, mais tellement, 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 elle va être tout le temps bougonne, elle va tout le temps se plaindre de tout, des repas, de la façon de dire, de machin, de trucs et tout, elle va remettre en question l'éducation que Anne et son mari apportent à leurs enfants, elle va faire des réflexions aux enfants qui sont gravissime je trouve, ça leur met des idées en tête qui sont terribles et en plus souvent elle s'arrange bien évidemment pour faire ses réflexions quand il n'y a personne autour, donc c'est terrible. Et Anne, il y a un moment donné où elle en peut plus, je crois que ça fait déjà 6 mois qu'elle est là, la tante, et elle va raconter en fait les petites choses et elle raconte à une de ses amies je crois. Et elle va minimiser, elle va dire mais en fait c'est que des petites choses sans importance, mais en fait si, parce que les petites choses sans importance qui en fait pour certaines choses ont de l'importance, moi je trouve que c'est grave et que c'est pas, c'est vraiment... Bref. Et elle se sent vraiment très mal parce que mis bout à bout en fait c'est très difficile et en plus elle se mêle vraiment de ce qui ne la regarde pas. Et il y a aussi le fait où elle va dire que elle a l'impression de ne plus être chez elle, Anne, puisque cette tante là elle va prendre des décisions, elle va faire des choses dans sa maison à elle. Et elle se sent plus en fait propriétaire de sa propre maison, elle est remise en cause par rapport à son éducation et c'est très compliqué pour Anne à ce moment-là. Et j'avais tellement d'empathie pour elle et je me disais mais non, tu es dans le vrai, c'est normal de réagir comme ça. Et c'est la tante qui a tort, mais c'était... Voilà, c'est... Bref, ça a fait tellement écho en moi que j'en étais mal pour elle, donc voilà, bon bref. Donc ça a été un petit peu dur, c'était vraiment pas facile de voir ça. Mais sinon tout le reste, voir comment les enfants se créent un monde rien qu'à eux, voir les quiproquos qu'il peut y avoir de telle personne va dire quelque chose, ça va être interprété de cette façon-là. Et c'est voilà, c'est un petit peu rigolo. Et puis Anne, le fait qu'elle soit mère, c'est une mère qui est incroyable, moi je la trouve vraiment incroyable et elle inculque des choses vraiment tellement bien à ses enfants et c'est un bonbon de voir ça en fait, c'est un bonbon de voir l'amour que ses enfants lui portent parce que c'est une mère incroyable et c'est vrai, c'est une mère incroyable qui sans doute fait certaines erreurs comme n'importe quel être humain, mais elle apporte tellement tout, des valeurs, de la compassion, de l'amour, de... Bref, j'ai adoré voir Anne dans ce tome 6 en fait, même si elle est mise en retrait. C'est le petit bémol pour moi, c'est qu'elle est un petit peu trop mise en retrait parce que ses enfants vont prendre un petit peu le dessus. D'après ce que j'ai compris, le tome 7 c'est la vallée arc-en-ciel, donc c'est la vallée que vont se créer ses enfants. Donc j'imagine que c'est essentiellement sur ses enfants. Et donc pour moi ce tome là c'est vraiment la transition entre la vie de Anne et uniquement de Anne vers la vie de ses enfants où ça va être un personnage secondaire, elle va devenir un personnage secondaire. Et d'ailleurs dans celui-ci on a encore comme titre Anne, alors qu'à partir du tome 7 c'est autre chose comme titre. Je pense que ce tome là c'est le tome intermédiaire entre la vie de Anne et la vie de ses enfants. Donc voilà, c'est normal qu'elle soit un petit peu en retrait. Et ce tome se termine avec une situation particulière avec son mari. Et j'avoue que ça m'a fait un petit peu mal au cœur et je me suis dit mais moi j'ai pas envie que ce soit ça pour moi. Parce que il y a le côté, voilà, il y a le quotidien qui s'installe, il y a juste les échanges avec son mari de la vie de tous les jours, des enfants, et elle trouve qu'il n'y a plus vraiment la flamme, que peut-être ils vieillissent, que peut-être elle ne lui plaît plus, que... Et ça a un petit peu fait écho en moi parce que, bah voilà, avec mon chéri, ça va faire 11 ans qu'on est ensemble, on a notre petite chérie, et il y a vraiment des jours où c'est uniquement le quotidien. C'est vraiment le quotidien et il n'y a pas de souci de on ne s'aime plus ou il y a quelque chose qui ne va pas, c'est juste le quotidien qui prend le dessus sur le reste. Et des fois, voilà, je me dis, bah c'est dommage, il faudrait pas que ça dure trop longtemps, donc c'est pas le cas, mais voilà, le fait de voir Anne là-dedans, de voir ses réflexions et tout, je me suis dit, oula, j'étais un petit peu malheureuse pour elle, donc bref, je trouve ce tome de transition vraiment très chouette, je vous le conseille chaudement. En plus, je vous le rappelle, hein, mais les objets livres sont juste
incroyablement magnifique, c'est un petit bonbon, une petite pépite et c'est vraiment... autant il y a certains livres, essentiellement en fantasy, où j'ai une frénésie de lecture, je ne veux pas lâcher mon livre, je veux le finir le plus vite possible et en même temps je suis un petit peu triste parce que j'ai pas envie que ça se finisse trop vite. Celui-ci, j'ai adoré et pourtant j'ai vraiment adoré lire que quelques chapitres par jour et le faire traîner sur une petite semaine. C'était très agréable et je vous le conseille chaudement. Après avoir terminé ce tome 6 de Anne, j'avais envie de repartir dans un univers de fantasy, j'avais envie d'une frénésie de lecture et en plus je n'étais pas là le week-end dernier, donc le week-end du 8 juin pour moi, puisque je ne sais pas du tout quand cette update lecture va sortir. Bref, tout ça pour dire que j'avais pas beaucoup de temps, il fallait quand même une lecture que j'arrive à lâcher sur le week-end si j'arrivais pas à la finir avant de partir. Et j'avais quand même vraiment très envie de craquer et de lire le tome 2 de Fate and Flamme de K.A. Tucker aux éditions Harlequin. Moi je l'ai lu sur ma liseuse et c'est un fléau de sang et de pierre. J'avais adoré le tome 1, ça avait été un coup de cœur et je voulais pas laisser trop de temps entre le 1 et le 2, surtout que le tome 3 est déjà sorti. J'ai fait d'ailleurs une vidéo spéciale sur le tome 1, une vidéo spoiler que j'essaierai de vous remettre dans le petit i si j'y pense, puisque normalement elle sera sortie quand vous verrez cette update lecture, malgré le fait que j'avais complètement zappé de la poster, donc j'ai interverti deux vidéos, bref, on s'en fiche, ce n'est pas le propos. Donc j'ai lu ce tome 2 et j'ai adoré ma lecture. Ça a été un coup de cœur absolu et donc on est clairement dans la suite du tome 1. On pourrait totalement fusionner les deux livres et continuer en fait le chapitre suivant avec le tome 2 puisque c'est le même instant, le même moment. Je vous fais quand même un petit topo sur le tome 1. On a Romeria Watts qui est une voleuse professionnelle qui vit à New York et un jour elle va se faire recruter par Sophie qui, pour sauver son mari, a besoin que Romeria soit envoyée à Islore, donc dans un univers parallèle, on va dire, un univers de fantasy où il va y avoir des créatures, il va y avoir de la magie et du coup elle est basculée là-dedans, sauf que en fait elle va arriver dans le corps d'une princesse ibarisienne qui s'appelle Romeria également, qui était envoyée dans le royaume d'Islore pour épouser le prince Xander et devenir reine et roi de Islore, pour enfin instaurer la paix entre les deux royaumes, sauf que la princesse Romeria, elle complote et elle empoisonne en fait tout simplement le roi et la reine et elle voulait décimer tous les enfants du roi et de la reine. Sauf que ça se passe pas exactement comme prévu, elle n'arrive à tuer que le roi et la reine. Et voilà, la Romeria de notre monde de New York débarque là-dedans. Elle est accusée de régicide du coup et elle sait pas ce qui se passe, elle connaît rien du tout, la magie elle n'y croit pas du tout et voilà. Et le tome 1 c'est vraiment comment elle va se dépatouiller alors qu'elle a une plainte d'assassinat aux fesses, hein, clairement, et comment elle va réussir à apprivoiser ce nouveau monde tout simplement. C'était juste une pépite, c'était trop bien. Et le tome 2 c'était trop bien aussi. La petite nouveauté du tome 2, on va dire que j'ai beaucoup aimé et je suis tellement contente que ça se soit passé à la fin du tome 1, c'est que certains personnages principaux vont découvrir qui est réellement Romeria Watts. Puisque elle balance pas hein, dans le tome 1, elle va pas dire au fait je viens d'un autre monde, tout ça. Je suis totalement innocente, je n'ai absolument assassiné personne, elle peut pas dire ça, hein, clairement c'est pas possible. Mais l'histoire va faire que certains personnages vont être au courant de vraiment la mort de la princesse et le fait qu'elle soit allée dans son corps à ce moment-là, bref. Donc certains personnages vont savoir ça et du coup dans le tome 2, elle va donner des petites précisions sur sa vie d'avant. Et puis les amitiés qu'elle a tissées dans le tome 1, ça va se poursuivre et s'amplifier. Et Romeria, elle est vraiment top. C'est vraiment un personnage altruiste comme pas possible. Elle a envie de protéger les gens qu'elle aime, mais aussi les gens qui vivent de l'injustice, qui n'arrivent pas à se défendre seuls. Elle a beaucoup de pouvoir en elle et donc elle va utiliser ce pouvoir pour justement aider son prochain et aider ceux qui vivent de l'injustice. Et je trouve ça super chouette. J'adore le personnage de Romeria. J'adore le personnage de Xander, donc
le prince, enfin le nouveau roi de Islore du coup, qui est tiraillé hein, parce que il était vraiment amoureux de la princesse Romeria qui l'a trahi. Et du coup, bah là, c'est une autre personne dans le corps de la femme qui a assassiné ses parents. C'est très compliqué. Mais bon, vous vous doutez qu'il y a une petite romance là-dessous quand même. Et j'aime la façon dont les choses se passent. Vraiment, j'ai adoré, adoré, adoré ce tome 2. Et pourtant, c'est un voyage. C'est vraiment un voyage du début où ils sont dans une situation qui fait qu'ils doivent partir de la capitale de Islore pour aller ailleurs, pour éventuellement voir s'il y a une prophétie qui est véridique. Voilà, il y a un grand voyage qui se met en place et c'est pas forcément toujours ce que je préfère parce que des fois dans les voyages c'est très long et je m'ennuie un petit peu. Là, pas du tout. L'auteur fait en sorte que on ne s'ennuie pas, qu'il y ait toujours des ellipses au moment où il se passe rien et que ce qu'elle va nous raconter, ça a un sens, ça a une utilité et voilà en fait, tout simplement. J'adore, 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 j'adore. Et la fin de ce tome 2, bah, je vous cache pas que j'avais un petit peu envie d'enchaîner avec le tome 3. Je l'ai fini hier, donc hier le 9 juin. Je pense que je lirai le tome 3 au mois de juillet puisque j'ai regardé hier soir et le tome 4 sort le 4 septembre je crois, ou début septembre. Donc je me dis, si je lis le tome 3 au mois de juillet, il y aura le mois d'août et après direct j'enchaîne avec le tome 4, ça peut être vachement bien. Je ne veux pas enchaîner avec le tome 3 tout de suite, même si ça me démange, mais je préfère laisser un petit peu de temps parce qu'après sinon il va me rester 3 mois à attendre et 3 mois c'est quand même assez long. Donc voilà, j'ai bien d'autres livres à lire entre temps et je pense que je vais passer des très bons moments de lecture même si ce n'est pas avec le tome 3. En tout cas pour Fate and Flamme, pour l'instant c'est une saga que je vous conseille où vraiment... J'adore le fait que le personnage de Romeria débarque de notre monde pour arriver dans un univers de fantasy. J'adore, 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 j'adore. Et je viens de regarder la vidéo de Louise de Rêve ta vie un lecteur qui parlait des romans de fantasy young adulte sans scène érotique explicite. Autant on en a dans le tome 1. Alors je trouve pas que c'est à outrance et il va y en avoir peut-être une ou deux vraiment explicites. Et après c'est juste préciser qu'il se passe cette chose-là mais que voilà, c'est pas décrit plus. Et là il me semble que... il n'y a pas de grosses scènes vraiment très explicites, c'est suggéré ou c'est mis là, c'est posé, mais genre ils font ce qu'ils ont à faire mais nous on n'y assiste pas. Et c'est vrai que j'apprécie énormément parce que c'est vrai, je suis d'accord avec Louise et avec énormément de personnes. Les scènes érotiques explicites, il y en a de plus en plus. Alors moi, ça me gêne pas. Quand c'est à outrance, ça me gêne énormément. En soi, ça va pas aider le récit. Ces scènes-là, dans un roman spécifique de la catégorie érotique, oui, bien évidemment. Mais dans la fantasy, c'est pas forcément utile. Une ou deux scènes vraiment dans le roman, s'il est très grand, ça me dérange pas. Mais quand c'est à outrance... Par exemple, Hadès et Perséphone, c'est pour ça que j'ai abandonné la saga, hein, clairement. J'ai réussi à tenir les 3 premiers tomes, mais c'était pas facile. Et voilà, le tome 4, j'en pouvais plus. Donc voilà, au final, c'est... Je vous le dis, pour le tome 1, il y en a un petit peu. Le tome 2, il y en a peut-être vraiment une. Et encore, c'est assez vite mené pour pas que ce soit trop lourd. Et après, c'est vraiment juste... Pour moi, c'est vraiment juste des petites choses qui sont dites, mais on n'a pas de grosses scènes. Et c'est très bien comme ça me convient totalement. Et bref, c'était un trop bon moment de lecture avec une bonne frénésie de lecture quand même. Et je suis très contente d'avoir lu ce tome 2. Et je vous le conseille également chaudement. Voilà pour cette update lecture, j'espère qu'il vous aura plu, franchement de très bonnes lectures pour moi. Je suis trop contente d'avoir cette perception de ce que j'ai envie de lire et d'y arriver. Et vraiment là, ce qui s'est passé avec Hadès et Perséphone et avec Et puis Paulette, ça me confirme dans l'idée que maintenant je sais quoi lire et qu'il faut que je m'écoute. Et quand j'ai un doute, eh ben on met de côté et c'est tout. On passe à côté, donc voilà.
Sur ce, je vais vous laisser là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!